Vous avez le feu qui est en train de consumer à grande vitesse votre maison, avec vos enfants coincés à l'intérieur. Votre ami, qui en réalité est à l'origine de l'incendie, même s'il ne l'a pas fait exprès, vole à votre secours pour vous aider à l'éteindre. Mais il a du mal à arrêter l'avancée des flammes incandescentes. Au bout de plusieurs jours, l'incendie n'arrête pas de prendre de l'ampleur malgré les moyens déployés. Arrive un inconnu qui vous propose de vous aider à éteindre ensemble, en commun, ce brasier. Il veut joindre sa force à la vôtre qui est manifestement insuffisante ou inadaptée. Devant l'ampleur de l'incendie, vous vous dites « une autre compétence, un secours supplémentaire, c'est forcément un plus ». Il n'y a même pas à hésiter. Mais d'un coup, votre ami, celui avec qui vous vous battez contre l'incendie depuis le début et qui régulièrement menace de s'en aller en vous laissant seul face à votre drame si vous ne faites pas toujours ce qu'il vous recommande, vous dit sans sourciller « si vous acceptez cette nouvelle aide, je me retire ». Hein? Il ne veut pas de l'autre pour éteindre le feu qui brûle tout chez vous. Mais dans le même temps, il est conscient qu'il n'est pas en mesure de mettre un terme à ce brasier tout seul. Que devez-vous faire? Est-ce compréhensible cette exigence? Devez-vous sacrifier votre maison avec vos enfants et tous vos biens à l'intérieur à cause d'un différend qui les oppose? Pour parler comme un Ivoirien, en quoi leur palabre vous concerne? C'est leur palabre? En quoi êtes-vous concerné par leur inimitié? Voilà le drame malien. C'est en réalité cette propension à faire de ses ennemis les nôtres qui risque de perdre certaines puissances occidentales en Afrique. Aujourd'hui, c'est la présence de la force Wagner et de ses mercenaires au Mali qui suscite les passions et nourrit le French bashing. Cette nouvelle donne devrait peut-être être l'occasion de savoir, de mesurer l'efficacité de l'intervention des troupes étrangères dans un pays depuis une dizaine d'années. Ce dont les Maliens ont besoin, c'est de paix. Elle est leur principale attente. Et les tergiversations sur les alliés, les groupes, les forces en présence ne les intéressent pas. C'est aussi l'occasion de rappeler des faits qui concourent à créer ce rejet de Paris dans certaines capitales, notamment au Mali. Regardez ces images des Afghans qui fuient leur pays en catastrophe. Des Afghans qui sont tellement désespérés que certains s'accrochent à un avion qui décolle. Regardez ces drames de quelques-uns qui tombent d'un avion américain au décollage. Les alliés d'hier qui leur assuraient qu'ils étaient l'arc du bien et qui leur promettaient le paradis les laissent aujourd'hui entre les mains du diable en colère, revanchards. Quel gâchis! Quelle honte pour ceux qui hier fanfaronnaient et promettaient la démocratie aux Afghans. Quelle tristesse pour les Afghans que l'on était, disait-on, venus délivrer du mal il y a plus de 20 ans. Dès lors que les Américains avaient signé un accord avec les talibans à Doha, le signal du départ était donné. Quelle désillusion pour ce peuple qui aurait été le théâtre, le terrain de conflit des géants. Oussama Ben Laden, la principale cible, a été tuée. Et plus rien à faire dans ce pays où l'on a pris conscience qu'on ne peut pas gagner cette guerre, que cette coûteuse bataille ne se terminerait jamais. Alors, on se retire comme l'ont fait les Russes par le passé. Ça fait des années que les militaires américains savent très bien que non seulement ils ne marquent pas de points en Afghanistan, mais que la situation est catastrophique. Et les bulletins de victoire de l'armée américaine et des politiques américains, nous contrôlons les choses s'améliorent. C'est un mensonge pur et simple. Donc il faudra faire le point de ces mensonges, sachant que les démocraties sont incapables, en général, publiquement, de reconnaître leurs erreurs. George Bush, Tony Blair n'ont jamais eu à rendre compte des méfaits de la politique qu'ils ont commis. Donc la peur d'abord, et quels sont les Le deux deuxième autres mécanismes? engrenage, c'est la force. Il faut le dire fortement, parce que nous sommes directement concernés et que nous continuons et perpétuons les mêmes erreurs, nous Français. Et c'est quand même triste de voir cela. La force militaire contre une organisation terroriste ou des organisations terroristes dans des pays qui sont des États faillis ou défaillants, ne peut pas donner de résultats. Et non seulement c'est inefficace, mais c'est contre-productif. Quelle extraordinaire leçon pour la jeunesse, pour nos dirigeants subsahariens, pour l'Afrique entière, qui comprend plus que jamais qu'elle ne doit plus avaler, adopter les solutions importées de façon automatique, qu'elle doit d'abord et toujours compter sur elle. L'Afrique qui doit comprendre que les guerres qui se mènent sur son sol ne peuvent être gagnées avec la seule solution militaire et le seul appui logistique des Occidentaux. Lorsque l'on regarde ce retrait des Américains par la petite porte,
Lorsque l'on assiste à cette débandade et le retour des talibans à Kaboul, on ne peut s'empêcher de penser à ce qui se joue dans le Sahel. Et maintenant, dans une partie de l'Afrique australe, zone où certains chefs de guerre partis d'Afghanistan se sont déployés depuis plusieurs décennies et gagnent du terrain en terrorisant les populations. Et on se dit, quelle irresponsabilité, quelle irresponsabilité. Cette guerre, ils l'ont importée chez nous même s'ils refusent de le reconnaître. J'espère que ceux qui hier ont débarqué avec des bombardiers sophistiqués pour arroser les montagnes des Ifoghas dans le Nord Mali se souviendront qu'ils ne sont pas venus pour aider, qu'ils sont responsables de la tragédie qui frappe le Sahel et qu'ils n'ont pas le droit de faire leurs valises de la même manière que les Américains en Afghanistan. J'espère qu'ils ne vont pas négocier dans notre dos à leur tour avec des djihadistes qui menacent l'intégrité même des pays du Sahel. Plus d'amnésie sélective. Rester, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Si aujourd'hui le Sahel est le champ de bataille des djihadistes de tout poil venus du Proche, du Moyen, de l'Extrême-Orient, de Libye et d'Algérie, l'Occident, notamment la France, ne doit pas oublier qu'elle est principalement à l'origine de ce chaos. Si le désert du Sahara est devenu le terrain de jeu de tous ces trafiquants enturbanés déguisés en religieux, c'est essentiellement à cause d'elle. C'est elle qui leur a donné un gigantesque terrain d'expression. Lorsqu'en mars 2011, dans le climat du printemps arabe, le président Nicolas Sarkozy, qui veut prendre une revanche sur le guide libyen Mouammar Kadhafi pour des raisons personnelles, convainc quelques alliés, dont la Grande-Bretagne du Premier ministre Cameron, le roi Abdallah d'Arabie Saoudite, qui lui veut faire payer au guide libyen de l'avoir traité de marionnette, le chef de l'État français sait très bien les conséquences que va avoir cette chute de Mouammar Kadhafi. Mais il n'en a cure. De nombreux chefs d'État africains vont d'ailleurs se succéder à Paris pour le convaincre de ne pas le faire tomber, d'oublier cette vendetta. Je me souviens d'inquiétudes que m'avait exprimé à l'époque le président Amadou Toumani Touré du Mali, qui avait expliqué, comme beaucoup de ses homologues au président français, le rôle central sécuritaire que jouait le chef de l'État libyen dans la région du Sahel. Il ne les a pas écoutés. Pourtant, pour une fois, la grande majorité des dirigeants subsahariens s'étaient mobilisés. Certains pour des raisons personnelles, quelques-uns pour la générosité du guide qui les arrosait de pétrodollars, mais d'autres plus nombreux parce qu'ils avaient conscience que c'était vital pour la paix dans la sous-région. Que ce personnage un peu fantasque et imprévisible qu'était Mouammar Kadhafi était un rempart contre la horde qui depuis longtemps rêvait de créer leur émirat dans le Sahara. Ces bandits, trafiquants de tout poil, sous le prétexte de la religion, rêvaient d'un couloir pour acheminer leur drogue vers l'Europe. Devant la faiblesse des États, devant leur extrême pauvreté, seul Kadhafi faisait peur. Pour cette cause, pour éviter le chaos annoncé, nos chefs d'État et toute la diplomatie africaine ont même pris des risques physiques en se rendant à Benghazi en Libye pour négocier avec les rebelles excités par Paris et ses alliés. Ils ont failli y être lynchés. Malgré le courage, la hardiesse du président Denis Sassou Nguesso du Congo, qui refusait en sa qualité de général d'armée d'être exfiltré avec ses autres homologues par la cuisine de l'hôtel pour éviter le lynchage des populations chauffées à blanc, ils ont dû repartir en catastrophe, laissant ainsi le président Nicolas Sarkozy régler son compte à Mouammar Kadhafi, qui, il faut le mentionner, avait accepté de se retirer et ne demandait qu'à négocier sa sortie. L'argument à l'époque, qui était, disait-on, de défendre la démocratie, ne trompait personne. Il fallait éliminer Mouammar Kadhafi, même en utilisant un mensonge. Il fallait le faire taire pour les affaires financières qui sont encore pendantes aujourd'hui devant la justice. Il fallait empêcher qu'il puisse témoigner un jour à propos des mallettes de dollars distribuées à ceux qui régulièrement font la leçon à l'Afrique. Alors sur la base de mensonges, on a tué Kadhafi, installant le désordre dans son pays, mais surtout fragilisant toute la sous-région, puisque le maître de Tripoli faisait régner la paix dans le vaste désert saharien, tantôt par l'argent, tantôt par son impressionnant arsenal militaire. La Libye est un pays riche. La Libye est un pays qui fait 1 800 000 barils par jour de pétrole. Ce qui a été la cause première pour liquider Kadhafi, c'est cela en fait. La chute de Kadhafi a amplifié des menaces qui existaient déjà. Je me souviens d'une conversation avec le défunt président Amadou Toumani Touré qui, dès l'assassinat de Kadhafi, disait, je cite, « On est mal barré, ça va être le désordre ». La Libye, il faut reconnaître, est un pays surarmé, contenant à plusieurs lieux des caches d'armes et de munitions extrêmement importantes. Donc avec la révolution, avec la désintégration répétée de l'armée libyenne, eh bien tous ces magasins d'armes et tous ces magasins de munitions
sont laissés à l'air libre. Même réaction de la part du président Idriss Déby Itno du Tchad, qui n'a pas arrêté de claironner qu'ils avaient tué Kadhafi et n'avaient pas assuré le service après-vente. Je pense qu'il faut éviter, en fait, disons, de vouloir empêcher de toucher le mal là où vient le mal. Le mal est venu de la Libye. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. En effet, c'est de là qu'est parti le grand désordre. Kadhafi mort, les djihadistes de tout poil n'ont plus eu qu'à se baisser pour se servir dans le plus grand magasin d'armes à ciel ouvert du monde, la Libye. Vous n'ignorez pas que depuis 2014, ou précisément depuis la déflagration de l'État libyen, les conséquences directes de cette action qui a été menée par l'OTAN, les pays du Nord, nous ont donc créé comme conséquence directe, qui était d'ailleurs prévisible, puisque nous avons mis en garde avant la première frappe de la Libye en son temps. On ne nous a pas écoutés. On n'a pas écouté la voix du continent. Je pense que c'est là où il y a un déficit de la gouvernance mondiale. La Libye est un pays africain. On ne nous a pas demandé pour quel objectif. Mais aujourd'hui, les conséquences directes de cette action, c'est nos pays, c'est nos populations qui souffrent, nos populations qui meurent. Comme l'a dit le président Déby, nous indexons la gouvernance politique mondiale. Il y a des décisions qui sont prises sans nous. La décision d'intervenir en Libye, nous l'avons apprise à la radio. Or, aujourd'hui, c'est nous... Oui, mais il y a quand même quelques chefs d'État africains qui y ont participé et qui étaient d'accord pour cette intervention. C'est nous qui en subissons les conséquences. Moi, je parle au nom du Niger. Je n'ai pas été consulté. Or, je suis frontalier avec la Libye. Et aujourd'hui, je supporte les conséquences, toutes les attaques, tous les morts que je registre chaque jour, des militaires, des civils au Niger, c'est une des conséquences de cette décision qui a été prise en Libye. L'État libyen, vous le savez, c'est un des pays les plus armés du continent. Toutes ces armes se trouvent au sud du Sahara, dans le Sahel, dans nos propres pays. En gros, on leur a non seulement livré un vaste terrain de jeu, mais en plus les armes pour déstabiliser les États du Sahel. Et la conquête pour eux était d'autant plus facile que pendant toutes ces années, Paris et les bailleurs de fonds avaient méthodiquement interdit à ces pays, tels le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso, de ne plus faire des dépenses en armement. Rappelez l'histoire que nos forces armées ont été affaiblies pendant longtemps. Nos forces armées ont été affaiblies par les programmes d'ajustement structurel successifs qui ont été imposés au continent africain parce qu'il faut se souvenir qu'il y a des années où on a cru penser que mettre l'argent dans la sécurité, mettre l'argent dans les forces de défense et de sécurité, c'est jeter l'argent par la fenêtre. On ne s'est pas rendu compte de la liaison étroite qui existe entre sécurité et développement. Pour développer nos pays, il faut la sécurité, et pour avoir la sécurité, il faut aussi le développement. Ces injonctions de ne plus s'armer avaient ainsi fragilisé les armées régionales, j'allais dire clochardisé les forces de défense, pour reprendre le terme du défunt président Pierre Buyoya, qui était l'un des responsables de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour le Mali. Ce n'était plus qu'un jeu d'enfants pour des terroristes et bandes surarmées de s'installer dans un pays déjà fortement affaibli par la pauvreté. Et comme si cela ne suffisait pas, Paris a donné les instructions pour qu'on laisse rentrer les loups dans la bergerie. Je passe ici très rapidement le soutien de Paris au MNLA, qui est sa pure création, et qui avait pour but de la conforter dans cette zone du nord du Mali où d'importantes réserves pétrolières étaient trouvées. On en a largement parlé dans les médias du Sud. Avec elle, elle était sûre d'être en pole position au moment des signatures de contrats. Avec l'arrivée des armes, le MENA qui était pacifique et politique s'est tout de suite trouvé des velléités en mettant un L, libération, dans leur sigle. Donc le MENA a intégré, ou bien les armes ont intégré les MENA. Donc c'est cette différence qu'il va falloir dire et faire comprendre. Or, le MNLA a été un bide, un échec retentissant qui a permis à certains groupes djihadistes de s'installer dans le nord. De vrais pieds nickelés. Paris en off le regrette aujourd'hui. Elle a été contre-productive. Même si elle perd des soldats, même si elle y dépense des sommes importantes, la France ne peut prendre la décision de quitter le Mali. Elle doit se souvenir qu'elle est au moins en partie par le fait de son président Nicolas Sarkozy, entre autres, mais aussi par les rançons régulièrement versées aux preneurs d'otages responsables du chaos qui règne dans le Sahel. Certains l'aperçoivent comme le pyromane pompier, parce qu'ils se souviennent de la genèse de cette guerre qui fait chaque jour des centaines de morts.
arrêtez de dire que vous êtes venus nous aider. Non. Ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye. Et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. La Libye, elle est comment aujourd'hui? L'Afghanistan, c'est comment aujourd'hui? Nous n'avons pas besoin d'aide, nous avons besoin de coopération, nous avons besoin de partenariat. Et nous sommes liés par l'histoire, mais nous sommes liés par les enjeux, nous sommes liés par les défis. Les grandes puissances, telles la Grande-Bretagne, les États-Unis, qui ont mené la charge pour assassiner Muammar Kadhafi, ne peuvent souffrir le luxe de tourner le dos au Mali, au Niger, au Burkina Faso. C'est leur devoir d'éteindre le feu qu'ils ont allumé. Que Paris et ses partenaires dénoncent les coups d'État à répétition qui rythment la vie politique malienne, je peux comprendre. Qu'elle exige une plus grande stabilité, la démocratisation, pourquoi pas? Mais qu'elle soit cohérente dans ce cas. D'abord parce que ces coups d'État, elle les a souvent suscités. Le général Amadou Toumani Touré en a fait les frais parce qu'il avait clairement manifesté son soutien à Kadhafi. Nicolas Sarkozy le lui aurait fait payer cher en facilitant sa chute à quelques semaines seulement de la fin de son second mandat, alors qu'il suppliait de le laisser organiser des élections pour passer la main et partir en toute dignité. La chute du président Ibeka rentre à peu près dans le même registre. Elle ne peut s'expliquer seulement par la mobilisation des populations dans les rues. Elles étaient massives et décidées certes, mais moins importantes que les gilets jaunes en France pendant plusieurs mois. Pourtant, personne n'a exigé le départ du président Macron, aussi démocratiquement élu qu'Ibrahim Boubacar Keïta. Je parle de cohérence parce que cette exigence de démocratie et de gouvernance semble à géométrie variable. Un coup, on accepte de composer avec des putschistes, souvenez-vous de ceux qui ont renversé le président Ibeka. Le coup d'après, on les vilipende, les condamne et les invite à rendre le pouvoir au plus vite. Quelques semaines seulement plus tard, on compose avec une autre junte, au Tchad, où le fils s'est installé par la force dans le fauteuil du père après son assassinat. Le président Macron s'est rendu en urgence à N'Djamena pour l'adouber. Plus curieux, le meilleur partenaire à qui on fait un pont d'or, à qui on tresse une couronne, celui que l'on montre en exemple à Paris, est un militaire aux affaires depuis maintenant 25 ans. Paul Kagame du Rwanda. Quel est le message? Comment comprendre cette posture? Où est la cohérence? Au Mali, nous sommes dans un piège. Et il faut le savoir. C'est ça qui est la vérité, un piège. Voilà pourquoi l'idée de temps en temps agitée de se retirer du Mali est perçue par le plus grand nombre comme un alibi pour s'éloigner d'un champ de bataille où on s'ensable. Elle n'est pas simplement recevable. À Paris, on parle aussi de corruption. Des dirigeants africains, on les accuse de carotter, de s'approprier les fonds mis à leur disposition pour lutter contre le terrorisme. Il y a un élément nouveau qui fait la différence, c'est la corruption. Nous nous introduisons dans ces États défaillants, nous apportons une manne financière qui est détournée par des États qui n'assurent pas leurs responsabilités. Regardez le nord du Mali, l'armée malienne est incapable d'y aller. Ce qui s'est passé en Afghanistan aussi, avec un gouvernement corrompu. Le mot magique est lâché, ce qui naturellement suscite spontanément notre colère vis-à-vis de nos dirigeants qui se sont trop souvent laissés corrompre. Aussitôt, pour nous, ils deviennent les seuls responsables de ce chaos, de cette interminable guerre, les coupables idéaux. Mais là encore, l'histoire de la chasse est racontée par le seul chasseur. Ce n'est pas aussi simple, puisque les autres, plus forts en communication, ne disent pas toujours la vérité. La corruption et le mensonge habitent ensemble. Qu'en disent les concernés? C'est quoi la vérité des autres, de nos dirigeants sur cette question, sur ce fonds que l'Europe leur aurait versé pour lutter contre le terrorisme au Sahel? À Bruxelles, des amis, des donateurs, des partenaires techniques et financiers nous ont promis plus de 12 milliards de dollars pour développer cette zone sensible, cette zone qui peut être le terreau où le terrorisme peut facilement s'installer dans cette zone. Nous avons fait nos projets, mais jusqu'au jour où je parle, en ce qui concerne le Tchad, aucun de ces projets n'a été financé. On n'a pas le financement. On a créé des structures parallèles qui doivent jouer l'intermédiaire entre nos États. Quand vous dites « on », Monsieur le Président, vous avez dit on va parler franc. Je prends le cas de l'Union européenne. Oui. Oui. Le cas de l'Union européenne. Sur tout ce qui a été financé, qu'est-ce qu'on a demandé? 12 milliards d'un côté pour le développement et 400 millions de dollars pour équiper nos armées.
pour faire face à la situation de l'agression, de l'insécurité contre le Boko Haram. Sur les 400 millions, rien jusqu'à nos jours. Sur les 12 milliards, rien jusqu'à nos jours. Alors, donc, vous le savez très bien, nos pays sont pauvres. Et nous consacrons aujourd'hui plus de 20% pour certains pays, 30% pour d'autres pays de notre budget pour supporter, pour lutter contre le Boko Haram. Et la lutte contre le terrorisme n'est pas un problème simplement qui concerne les pays du G5. Quand il a été question de lutter contre le terrorisme dans le Moyen-Orient, là-bas il y a du pétrole, il y a tout. Plus de 200 avions de guerre ont été mobilisés. N'est-ce pas? Des milliards ont été mobilisés. Et quand il s'agit de l'Afrique, je pense qu'on estime, n'est-ce pas, les grandes puissances, ceux qui maintiennent, ceux qui ont la technologie, ceux qui ont les moyens, estiment que ce n'est pas une priorité pour nous. Je peux prendre l'exemple de l'Afghanistan. C'est des centaines de milliards de dollars qui ont été investis de 2001 à 2014 dans le cadre de la coalition de lutte contre le terrorisme mise en place. Mais l'Afghanistan n'a pas retrouvé la paix. Même chose, mais malheureusement, c'est pour dire que même dans le Sahel, ça va être long. Parce que souvent, on entend dire que les États du Sahel n'ont pas de stratégie, etc. C'est pour cela que la lutte contre le terrorisme piétine. Il n'y a rien de plus faux. L'exemple de l'Afghanistan le prouve. Il y a toutes les grandes puissances armées du monde qui sont en Afghanistan depuis 2001 et qui n'ont pas pu vaincre définitivement le terrorisme. Je n'ai pas vu des argents, je vous dis, jusque-là, dans le cadre de... Rien n'est payé pour l'instant. Je n'ai rien vu. Je sais que c'est le Tchad qui entretient ses soldats jusque-là. Je n'ai rien vu. Bien qu'au niveau des partenaires, ils ont fait beaucoup, certainement. Dans le cadre bilatéral, l'Union européenne a donné quelques matériels au Tchad. Dans le cadre bilatéral, l'Allemagne a donné quelques matériels à l'armée tchadienne. Les États-Unis ont donné des matériels aussi. Et la France a donné quelques matériels. Et la formation aussi. Les États-Unis aussi forment nos unités. Mais pas d'argent, pas les sommes que l'on entend. Non. C'est le double discours, le clair-obscur, les opérations de com, les manipulations du Nord qui malheureusement suscitent de plus en plus la colère d'une jeunesse africaine qui en a assez qu'on la traite de la même façon que leurs parents. Une jeunesse qui ne supporte plus ces mensonges, cette condescendance. Leurs parents, en sachant que c'était une ineptie, un non-sens, ont accepté pendant longtemps à l'école l'idée que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Mais cette jeunesse, non. Elle veut la vérité et le respect. Elle veut que ses partenaires traditionnels acceptent qu'ils sont là d'abord parce qu'ils ont des intérêts économiques importants dans la région du Sahel. L'uranium, le pétrole du Niger, les importants gisements d'or du Mali. Elle veut que leurs partenaires traditionnels reconnaissent qu'elle est là aussi pour des raisons géostratégiques, parce qu'elle ne peut se permettre d'être éjectée, de ne pas avoir de base dans cette zone particulièrement stratégique pour sa paix et sa sécurité. Pour sa sécurité, elle doit au moins y avoir un œil. Elle veut que leurs partenaires reconnaissent qu'elle est là parce qu'elle est consciente que si cette région du Sahel bascule dans l'islamisme radical, elle sera la première menacée jusque dans ses banlieues. Imaginez la zone à quelques encablures de l'Europe, tenue par des djihadistes. Imaginez cette région avec des jeunes binationaux fanatisés, dressés pour servir de kamikazes, libres de circuler, endoctrinés par ces fous furieux dont le principal objectif est d'en découdre avec les Occidentaux. Imaginez cette zone devenir la Mecque de la drogue venue d'Afghanistan et même d'Amérique latine, en direction de l'Europe. Il vaut mieux pour elle et pour l'Europe de contenir cette montée des extrémistes, de l'éloigner le plus loin possible, de bien la combattre. Si la France l'expliquait ainsi et reconnaissait la nécessité pour elle de participer à cette guerre contre les barbus du désert, ce langage de vérité permettrait de parler en partenaire, dans un climat de confiance. Nous pensons qu'AQMI, pour le combattre, un seul pays n'a pas tous les moyens suffisants. Pas seulement militaires, mais tous les moyens suffisants. Et nous pensons que la guerre contre le terrorisme aussi n'est pas seulement militaire. C'est un problème de développement, c'est un problème de sécurité, c'est un problème également de défense. Il ne s'agit donc pas de mendicité. Les autorités françaises doivent en finir avec le fameux concept d'aide qui suscite plus de rejet que de l'adhésion. Il nourrit le French bashing.
Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines. Je répète, saines, transparentes, constructives. Les jeunes ne sont pas dupes. Ils le savent et le répètent. Il n'y a pas d'aide entre les États, il n'y a que des intérêts. Un État n'a pas d'amis, il n'a que des partenaires. C'est donc fini? C'est donc fini les expressions « Sauvons l'Afrique ». Aidons à développer l'Afrique, il y a tellement de misérables là-bas. C'est fini, Monsieur le Président. Il est impératif de changer de logiciel, ou du moins de le update. Oui, combattons ensemble les djihadistes qui menacent nos sociétés, qui menacent vos intérêts et les nôtres, qui veulent nous recoloniser, qui violent nos filles et femmes, qui massacrent nos familles, qui se servent d'une pseudo-religion pour nous réduire à nouveau à l'esclavage, comme leurs ancêtres l'ont fait en d'autres temps. Mais faisons-le de façon concertée. Faisons-le de façon concertée, puisque malgré vos moyens techniques déployés sur le terrain, les résultats ne sont pas probants. Ils n'apportent pas de résultats positifs. Malgré le battage médiatique, les djihadistes avancent et séduisent même quelques désœuvrés, là d'attendre l'arrivée de Zoro, du Messie. C'est une bataille commune. Elle est presque aussi vitale pour la France, pour l'Europe, que pour les pays du Sahel. Et lorsque le médecin soumet un malade à une chimiothérapie pour un cancer du pied, le bras ne peut pas dire qu'il se désolidarise. Il est tout aussi concerné, parce que les métastases ne l'épargneront pas. La menace islamiste dans le Sahel, et qui s'étend désormais au-delà, n'est pas la seule affaire du Mali, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso ou de la Mauritanie. Elle est un cancer qui s'étend et dont les métastases vont toucher les côtes africaines de part en part avant de traverser la Méditerranée. Le respect doit commencer par le devoir de vérité. Et les Africains ont besoin que cette réalité soit dite les yeux dans les yeux. Les chefs d'État et responsables politiques africains, même s'ils ne sont pas véhéments, même s'ils gardent une certaine réserve pour préserver leur fauteuil, même s'ils manquent souvent le courage d'exprimer leur opposition à la méthode et aux solutions qui leur sont imposées par les grandes puissances, en privé et en comité restreint, ils en parlent. Ils meurent d'envie de faire connaître leur point de vue. J'en suis un témoin vivant. Je les ai souvent écoutés dénoncer des choix qui leur ont été imposés dans cette lutte contre l'hydre djihadiste. D'ailleurs, c'est à leur demande que j'ai réalisé à Paris en 2019 cette émission du débat africain où ils souhaitaient dire à haute et intelligible voix leur désaccord sur ce que les dirigeants du Nord distillaient dans la presse internationale. Le défunt président Idriss Déby m'a appelé un soir pour me demander si je pouvais leur offrir un espace pour débattre de la question de la stratégie de lutte contre le terrorisme au Sahel. Il s'insurgeait contre les sommes annoncées dans les médias comme étant mises à disposition des dirigeants de la sous-région. Ils s'insurgeaient contre cette idée insidieusement distillée selon laquelle ils auraient dépensé cet argent pour eux-mêmes. Ils s'insurgeaient contre les soupçons de détournements balancés ça et là. C'est dans ce même état d'esprit que le président Mahamadou Issoufou du Niger et Félix Tshisekedi de RDC se sont joints au plateau. Question de parler d'une seule voix, de donner leur version de l'histoire de la chasse. Pour une fois, dans une émission de radio et de télévision, plusieurs chefs d'État étaient réunis pour faire entendre leur son de cloche, pour passer un message contraire à ce qui était diffusé au grand public de façon presque évangélique par les médias du Nord. Quand il s'agit de l'Afrique, je pense que l'idée générale qui passe, oh, le seul, ça, à son temps, ça viendra, le seul, on verra plus tard. Et puis, bon, vous, on désigne une des puissances, vous gérez les affaires là, en attendant, on va voir. Ça se passe comme ça, vraiment? C'est exactement, ça se passe comme ça. Ce n'est pas une question de solidarité. Ce pas une question de solidarité. Pas une question de solidarité. C'est une question simplement d'ignorer les Africains et laisser les Africains dans la pauvreté où nous sommes là. Pour ne pas se faire éjecter par une jeunesse plus véhémente, plus demandeuse de respect, pour ne pas liguer contre elle une jeunesse plus éduquée et moins craintive, il est venu le moment de se dire les vérités. Si la relation entre les pays d'Afrique
et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises, elle est sale de corruption, elle est sale de non-transparence, elle est sale de vocabulaire dévalorisant, elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer. Il est venu l'instant pour Paris et tous ceux qui combattent dans le Sahel, les grandes puissances européennes, de reconnaître qu'elles ne viennent pas pour les aider. Une fois ce postulat établi, on peut mieux s'organiser en étant chacun à l'écoute de l'autre, sans condescendance. Or, l'histoire est une grande école pour tous. Elle nous enseigne que nulle part où les grandes puissances militaires sont intervenues, elles n'ont gagné. Nulle part. Et le dernier cas de l'Afghanistan, où les Américains sont arrivés avec des tapis de bombes les plus sophistiqués, promettant la démocratie, le changement et la fin des talibans, est assez illustratif. Saddam Hussein can now be expected to begin another round of empty concessions, transparently false denials. No doubt, he will play a last-minute game of deception. The game is over. Bien que George Bush ait très médiatiquement déclaré ainsi « Game over », rien n'a été résolu. Après avoir mis le pays à feu et à sang, ils viennent de se retirer d'Afghanistan après plus de 20 ans de chaos, de désolation, de division. Et ils sortent par la petite porte pour céder la place aux talibans qu'ils étaient venus éradiquer. Seul succès pour eux, la mort d'Oussama Ben Laden. Vous conviendrez avec moi que c'est mince comme satisfaction. Même la mafia la plus violente, la plus sanglante, ne fait pas autant de victimes pour une vendetta. Et au moment où les Américains se retirent, la démocratie promise est loin d'être acquise. Les nouveaux maîtres de Kaboul sont les talibans, qui se vengent sur ceux qui ont collaboré pendant toute cette période avec les Yankees. Même climat en Irak, où la démocratie brandie par l'axe du bien n'est toujours pas au rendez-vous, malgré l'assassinat de Saddam Hussein. Le déluge de bombes déversées sur le pays n'a apporté que le chaos, et pour encore plusieurs décennies. Le game est loin d'être over. Je vous épargne les exemples de flops les plus anciens d'engagement militaire des grandes puissances, tels que le Vietnam, qui a été l'enfer des forces américaines, l'Indochine, où la France est partie la queue entre les jambes, ou encore de l'Algérie, et plus récemment encore la Somalie, où l'armée dite la plus puissante du monde américaine s'est enfuie en laissant ses soldats sur le carreau dans Mogadiscio. Je n'oublie pas non plus l'URSS, qui est partie d'Afghanistan dans les mêmes conditions. C'est clair, aucune puissance, malgré ses extraordinaires moyens militaires, ne peut gagner une guerre en territoire étranger. La Libye, le modèle le plus récent, où la coalition s'est vantée d'avoir fait tomber Muammar Kadhafi, n'est plus qu'un champ de ruines, où s'affrontent de nombreux groupes surarmés et instrumentalisés par des nations qui lorgnent sur leurs immenses richesses pétrolières. Nicolas Sarkozy et son philosophe va-t-en-guerre Bernard-Henri Lévy peuvent être fiers d'eux, n'est-ce pas? Le peuple libyen et les pays voisins leur disent merci. Certains se demandent pourquoi ils ne sont pas encore à la prison de La Haye. Beaucoup d'autres, qui ont suscité moins de morts, y croupissent pour beaucoup d'années. Dans le Sahel, malgré les forces nationales et internationales déployées pour faire face à la menace, les attaques terroristes et les insurrections n'ont pas significativement reculé. Elles avancent plutôt. La guerre contre le terrorisme, qui est y compris un concept qui a fait florès en France, c'est une ânerie. C'est une ânerie qui rajoute du terrorisme, catalyse les terroristes, leur donne un statut et les renforce. Alors, arrêtons cette escalade qui ne bénéficie qu'à leurs industries de l'armement et de reconstruction pour discuter directement avec les dirigeants de ces pays et les écouter. Je dis bien les écouter. Même s'ils ne sont pas exempts de tout reproche, même s'ils ne sont pas moins responsables de la situation, ils sont plus qualifiés pour proposer des solutions. Le chapitre 7 dit qu'il faut avoir recours à la force pour faire face à une menace qui pèse donc, sur un pays membre des Nations Unies, c'est qui est le cas des pays du Sahel qui sont aujourd'hui menacés. Donc la communauté internationale devrait se mobiliser autour de cette préoccupation. Même chose quand on prend la MINUSMA, la mission de stabilisation du Mali. On a demandé à ce qu'on change de mandat à la MINUSMA, parce que pour l'instant, le mandat de la MINUSMA se limite au maintien de la paix. Or, au Nord Mali, il ne s'agit pas de maintenir la paix, il s'agit de faire la guerre contre le terrorisme. C'est pour cela que nous avons demandé à ce qu'un mandat plus offensif soit donné à la MINUSMA. Mais quand on vous entend, Monsieur le Président, on se dit, vous êtes avec ces dirigeants dont vous parlez, ces grandes puissances.
Vous leur dites ce que vous dites on là? leur dit Est-ce ça. qu'ils ne vous écoutent pas? Mais on leur dit ça. Ils nous écoutent. Je vois le président Déby qui en sourit. On leur dit ça. Et encore une fois, on revient à la question de la gouvernance politique mondiale. Non, on ne sort pas. On adapte nos dispositifs à la réalité de ces pays. Lorsqu'on sait combien coûte la guerre dans le Sahel, pas moins de 5 milliards d'euros par an, ceci équivaut à des dizaines d'hôpitaux de référence, des milliards de puits, d'écoles, des milliards de kilomètres de routes pour désenclaver ces régions, pour relier ces zones enclavées au reste du pays. Des centaines d'entreprises susceptibles d'occuper ces jeunes, ces pères de famille qui organisent des pillages et tuent leurs compatriotes pour 10 000 francs CFA par jour, moins de 15 euros. Une broutille par rapport au prix des bombes qu'on déverse sur la région, par rapport au carburant que l'on dépense pour les avions de chasse, pour les chars qui écument le désert. Je ne joue pas les naïfs, mais pour avoir discuté avec les experts militaires et quelques-uns de nos dirigeants africains, on ne gagnera pas la guerre contre le terrorisme dans le Sahel en misant seulement sur la force militaire. Il faut promouvoir le développement. Et ça ne se décrète pas à Paris, Londres ou Washington. Ça se fait avec l'implication des locaux. Écoutons-les. Ce n'est pas en donnant des leçons sur la gouvernance, en multipliant les sanctions, en déplaçant les centres de commandement que l'on fait avancer le schmilblick. Non. Ce n'est pas en menaçant de se retirer que l'on fait évoluer la guerre. Les Américains ont négocié en douce avec les talibans. Nous ne voulons pas nous réveiller un matin et découvrir qu'ici aussi on a sournoisement négocié avec le diable pour lui céder le terrain. C'est très probablement ce doute, ce précédent, cette trahison en Afghanistan qui convainc peu à peu les Maliens de se rapprocher des Russes qui ont eux aussi leurs compétences, leur stratégie. Ça peut servir. Et comme le disent les Ivoiriens, trop de viande dans sauce ne gâte pas sauce. Nous sommes conscients du fait qu'on ne peut pas continuer à sous-traiter notre sécurité à d'autres. Ne nous obligez pas, s'il vous plaît, à choisir entre vous et vos concurrents. Ne nous obligez pas à nous contenter d'un seul choix. Les jeunes ne le comprendraient pas et ne vous le pardonneraient pas. Déjà que vous-même, vous sous-traitez cette guerre avec d'autres pays, notamment les Estoniens, qui sont depuis longtemps dans le nord du Mali, aux côtés des Allemands, des Hollandais et autres. Les jeunes ont besoin d'efficacité pour retrouver la paix dans le Sahel. Et si les Russes y contribuent, ils feront appel à eux, sans hésitation. Ils sont les bienvenus. Qu'il faut sortir de ce fétichisme de la relation privilégiée France-Afrique. Sinon, on sera toujours la 5e roue du carrosse. Je serais plus rassurée si le Mali discutait clairement avec l'État russe. Je ne parle pas des démembrements privés, avec l'État russe, sur la base notamment des accords que nous avons depuis 2019, clairement. Donc à ce moment-là, il n'y aurait pas de blocage en termes de géopolitique, puisque ce serait avec un autre État souverain que le Mali discuterait. Qu'on contracte d'État à État. D'État à État. Mais ce n'est pas interdit si c'était les Russes. Il y a des coopérants russes déjà, et cela depuis l'indépendance, donc cela n'a pas posé de difficulté lorsqu'il s'agit de l'État russe. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. That we can and we will never do. Il est peut-être temps de s'asseoir ensemble pour parler dans le respect de la lutte contre le terrorisme. Quelles que soient les autorités aux affaires à Bamako, Niamey, N'Djamena ou Ouaga, ils ont tous envie de paix et ils connaissent mieux les réalités locales. La finalité est de retrouver la paix. Et quelquefois, dans ces circonstances extrêmes, la fin justifie les moyens. Question philosophique qui continue de diviser les intellectuels. Mais les populations du Sahel attendent toujours le Messie qui va les sortir de cet enfer dans lequel les décideurs, dans le confort de leur bureau de Paris et Londres, les ont plongés un jour en décidant pour des raisons personnelles ou d'idéologie de renverser Mouammar Kadhafi. Au nom d'une pseudo-démocratie, sacro-saint concept qui désormais fait l'objet d'une analyse, d'une critique de plus en plus acerbe, dont nous parlerons dans une prochaine chronique. Merci pour votre précieuse et aimable attention.
Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Alain Foka Officiel si vous ne voulez rien louper de nos documentaires et chroniques qui s'inscrivent dans ma volonté d'apporter ma modeste contribution au narratif africain. N'oubliez pas d'activer la notification, s'abonner pour être informé à chaque sortie. Et si vous avez aimé, pensez à liker. Je vous remercie pour vos nombreux commentaires qui sont autant de matériaux pour nourrir et améliorer cette chaîne.